Le soir du 4 juillet 1946, une foule se rassembla à Biskupia Gorka, une colline près de Gdańsk. Là, devant une série de potences simples 4 doubles et une triple, attendaient 11 condamnés pour des crimes commis dans le camp de Stutthof. Hommes et femmes furent transportés dans des camions découverts, les mains et les pieds liés. Les spectateurs observaient en silence tandis que les condamnés étaient forcés de monter sur des plateformes improvisées. On passait une corde autour de chaque cou et sans cagoule ni cérémonial, les véhicules avançaient, laissant les condamnés suspendus. Certains résistèrent et se jetèrent sur les gardes, d'autres acceptèrent leur sort avec calme. L'exécution, immortalisée par des photographes de presse, fut l'une des dernières mises à mort publiques en Pologne. Parmi les condamnés se trouvaient les 5 gardiennes de Stutthof, dont les histoires s'entremêlent avec l'origine et l'évolution du camp. Bienvenue sur Wartime Archive. Séduction de l'uniforme, origine des gardiennes. Stutthof naquit dans le sillage de l'invasion de la Pologne en septembre 1939. Peu après l'attaque du pays par l'armée allemande, les autorités nazies installèrent un lieu d'internement dans une zone boisée à une vingtaine de kilomètres de Danzig, avec accès à la Vistule et à la baie de Gdańsk. Sa fonction initiale était de retenir des citoyens polonais jugés politiquement suspects, mais il se transforma rapidement en camp de travail, puis en maillon de la machine d'extermination. À mesure que le conflit s'étendait et que les hommes étaient envoyés au front, la SS commença à recruter du personnel féminin pour combler les postes de surveillance vacants. Dans le système des camps nazis, on estime qu'environ 50 000 surveillants servirent, dont quelques 5 000 femmes. Les Officerinnen de Stutthof furent recrutés à partir de 1942 par des annonces dans la presse et par des appels de la Ligue des jeunes filles allemandes. La plupart venaient de familles ouvrières ou rurales. Certaines avaient été domestiques, vendeuses ou paysannes. La propagande leur promettait un salaire, de la nourriture en temps de pénurie et la possibilité de servir le Reich. Après une brève instruction dans des sous-camps comme Bromberg-Ost ou SK3, où elles apprenaient à défiler, à manier des chiens et à infliger des punitions, elles étaient affectées au camp principal. Leur uniforme gris, avec bottes hautes et cravache à la ceinture, symbolisait l'autorité nouvellement acquise. Bien que subordonnées au commandant masculin, les gardiennes avaient un pouvoir de vie et de mort sur les détenus. Elles surveillaient les baraquements, escortaient les colonnes de travail, organisaient les formations et, surtout, participaient aux sélections qui envoyaient femmes et enfants à la chambre à gaz. La présence de ces femmes à Stutthof transforma la dynamique du camp. Avant leur arrivée, la surveillance reposait presque exclusivement sur des hommes. Cependant, à mesure que des milliers de Juifs déportés d'Auschwitz-Birkenau arrivaient, les officiers jugèrent nécessaire une supervision féminine. On estime à une quarantaine le nombre total de gardiennes âgées de 19 à 30 ans. C'étaient de jeunes femmes qui acceptaient la discipline nationale socialiste et voyaient dans la SS une opportunité d'ascension sociale. Le camp lui-même s'étendit de 8 à 30 et davantage de baraques, avec crématoire et chambres à gaz. En quelques années d'existence, il en vint à héberger plus de 60 000 personnes, dont au moins 20 000 femmes juives. La combinaison d'un site en expansion constante et de l'intégration de gardiennes fit de Stutthof un microcosme de la terreur nazie où le genre n'excluait pas la violence. Bien que l'histoire précoce de Stutthof soit souvent résumée en dates et en chiffres, l'environnement physique et la planification révèlent comment le camp se transforma pour intégrer les gardiennes. L'ancienne section du site, inaugurée en 1939, occupait environ 120 000 mètres carrés dans un vallon boisé. D'un côté s'étendait un bras de la Vistule, de l'autre la baie de Gdańsk, de sorte que l'eau faisait office de fossé naturel. Les accès se limitaient à 2 routes et à une voie ferrée reliant Danzig à Elbląg. Cette géographie isolée facilitait à la SS le contrôle de chaque entrée et sortie. Lorsque le nouveau camp fut inauguré en 1943, le périmètre passa à 1,2 km², 30 baraques s'alignaient en rangées droites, séparées par des clôtures électrifiées et des miradors. Le crématoire était intégré à un bâtiment de briques jouxtant la chambre à gaz. Plus loin se dressait un embarcadère où des bateaux fluviaux débarquaient des cargaisons humaines. Pour surveiller ce complexe en expansion, il fallait davantage de personnel, et en particulier des femmes chargées de superviser les milliers de détenus. La diversité des prisonniers augmenta au fil de l'extension du camp. Outre des citoyens polonais, arrivaient des prisonniers soviétiques du front de l'Est, des intellectuels baltes, des prêtres catholiques, des déserteurs allemands,
et des Roms. À partir de 1944, avec l'accélération de la solution finale des trains chargés de familles juives, affluèrent depuis Varsovie, Lublin et les ghettos de Kaunas et Riga. Ce flux constant obligea à créer un réseau de plus de 100 soukans répartis en Prusse orientale et le long du corridor baltique, où se distinguèrent également des gardiennes comme Barkman et Steinhoff. Certains soukans étaient des briqueteries, d'autres des fermes ou des ateliers ferroviaires. L'ampleur de ce réseau explique l'incorporation de dizaines de femmes. Leurs tâches allaient de la surveillance des baraques à l'escorte des convois de détenus, en passant par la rédaction de rapports sur la productivité de chaque détachement. L'administration du complexe reposait sur une bureaucratie méticuleuse. Chaque baraque était supervisée par un chef de bloc et plusieurs kapos, prisonniers privilégiés, chargés de maintenir l'ordre à coups de matraque. Les registres étaient tenus avec ponctualité à l'allemande, livre d'entrée, liste de travail et bulletin de décès envoyés chaque semaine à Berlin. Au-dessus de la structure des détenus se trouvait la commandanture, où les officiers SS procédaient à des inspections quotidiennes. Les gardiennes assistaient à ces inspections, accompagnaient les officiers lors des appels et faisaient le lien entre l'administration et les détenus. L'évolution de Stutthof d'un centre d'internement civil à un camp de concentration, puis à un nœud d'extermination, ne peut se comprendre sans la participation de ces femmes, qui permirent d'étendre l'appareil répressif pour y inclure des dizaines de milliers de prisonnières. 5 noms, une même horreur. Les gardiennes de Stutthof n'étaient pas des figures diffuses, elles avaient des visages, des âges et des parcours bien réels. 5 d'entre elles, Jenny Wanda Barkman, Elisabeth Becker, Wanda Klaff, Gerda Steinhoff et Ewa Paradis finirent sur l'échafaud pour leur participation à des assassinats et à des tortures. Jenny Wanda Barkman naquit le 30 mai 1922 à Hambourg. Elle souhaitait se consacrer à la mode, mais la guerre brisa ses ambitions. En 1944, elle se porta volontaire pour la SS et fut affectée à Stutthof. Sa beauté lui valut le surnom de beau spectre, mais sa cruauté fut encore plus commentée. Des témoins déclarèrent qu'elle frappait des femmes enceintes avec une cravache et envoyait sans ciller enfants et vieillards à la chambre à gaz. Lorsque les troupes soviétiques approchèrent, elle tenta de fuir déguisée en réfugiée. Elle fut arrêtée en mai 1945 à la gare de Gdańsk. Durant son procès, elle afficha arrogance et défi en entendant la condamnation. Elle déclara que la vie était une fête brève et qu'elle était prête à l'affronter. Elisabeth Becker, née le 20 juillet 1923 à Neustadt, adhéra à la Ligue des jeunes filles allemandes à 13 ans. Elle travailla comme conductrice de tramway et aide agricole jusqu'à ce que, le 5 septembre 1944, elle reçoive l'ordre de se présenter à Stutthof. À 21 ans à peine, elle devint Aufseherin dans le camp des femmes. Bien que son service ait duré moins de 4 mois, elle participa à des sélections au cours desquelles au moins 30 détenus furent envoyés à la chambre à gaz. Le 15 janvier 1945, elle s'enfuit face à l'avance soviétique, mais fut arrêtée en avril alors qu'elle se cachait dans la propriété de ses parents. Au tribunal, elle pleura en racontant son histoire familiale, mais les juges soulignèrent son rôle dans les massacres et la condamnèrent à mort. Wanda Klaff naquit le 6 mars 1922 à Danzig. Elle travaillait dans une usine de confiture lorsqu'elle décida de s'engager dans la SS. Vers le milieu de 1944, elle fut envoyée au sous-camp de Proust où elle supervisait le conditionnement des denrées. Elle fut ensuite transférée à Russochine. Ses camarades affirmèrent qu'elle se vantait de frapper 2 prisonnières par jour pour maintenir la discipline. Elle tomba malade du typhus dans les derniers mois de la guerre et se cacha à Gdańsk, mais fut arrêtée le 11 juin 1945. Devant les juges, elle déclara n'avoir fait que son devoir, une phrase qui mit en lumière la banalité du mal. Gerda Steinhoff, née le 29 janvier 1922, venait d'une famille modeste de Danzig. Elle travailla comme paysanne et boulangère avant de répondre à un appel de la SS en 1944 lorsque les hommes étaient mobilisés pour le front. Le 1er octobre de cette année-là, elle devint Aufseherin et fut rapidement promue Blockleiterin. Elle se distingua par sa dureté lors des sélections de femmes jugées inutiles et reçut la Croix de fer le 25 janvier
1945, une décoration rare pour une femme. Après la chute du camp, elle épousa un soldat allemand et tenta de se cacher, mais fut arrêtée le 25 mai 1945. Au procès, on la vit sourire et plaisanter, une attitude qui indigna les survivants. Ewa Paradiez naquit le 17 décembre 1920 à Limborg. Avant de rejoindre la SS, elle travailla comme serveuse et enseignante suppléante. En août 1944, elle commença son instruction à Stutthof et fut affectée au sous-camp de Bromberg-Ost, où l'on réparait des moteurs d'avion. Là, elle obligeait les détenus à se déshabiller en plein air et les arroser d'eau glacée. Lorsque le front se rapprocha, elle retourna au camp principal puis dans son village, croyant que personne ne l'identifierait. Elle fut arrêtée en mai 1945. Au procès, elle tenta de se justifier en invoquant l'obéissance aux ordres et fondit en larmes à l'énoncé de la sentence. Elle fut la dernière à monter à l'échafaud, elle chancela et poussa un cri lorsque la corde se tendit. Ces femmes personnifient la normalisation de la terreur. De jeunes personnes, sans perspective, trouvèrent dans la SS un espace où leur loyauté était récompensée par le pouvoir. Leur formation les déshumanisa jusqu'à en faire des rouages efficaces d'un système génocidaire. La présence de gardiennes montre que le nazisme ne fut pas un projet exclusivement masculin, le régime mobilisa toutes les ressources humaines disponibles et conféra aux femmes une autorité qu'elles exercèrent avec brutalité. La présence de femmes dans la structure de surveillance nazie ne se limita pas à Stutthof. Dès 1942, à Auschwitz, Majdanek ou Ravensbrück, la SS commença à recruter du personnel féminin pour pallier la pénurie d'hommes envoyés au front. Les Offizierinnen recevaient la même instruction de base que leurs homologues masculins, tout en se spécialisant dans la surveillance des baraquements féminins et des tâches administratives. Leur nombre atteignit au moins 5000 au cours de la guerre, preuve que la participation des femmes au système répressif ne fut pas anecdotique. Beaucoup provenaient de la Ligue des jeunes filles allemandes, où elles étaient endoctrinées dans l'obéissance au Führer et l'importance du sacrifice pour la nation. En rejoignant la SS, certaines cherchaient un salaire fixe et des rations d'autres étaient attirées par le pouvoir qu'elles exerçaient sur celles qui avaient été leurs égales sociales. Les gardiennes de Stutthof s'insérèrent dans cette dynamique. Au début, un petit groupe de femmes surveillait les baraquements féminins, mais avec l'arrivée massive de juifs déportés, leur nombre augmenta. Barkman, Becker, Klaff, Steinhoff et Paradis sont les plus connus pour leur destin final, mais d'autres, comme Erna Beilhardt et Hildegard Neumann, exercèrent aussi des fonctions dans le camp et furent jugées pour complicité d'assassinat. Certaines survécurent à la guerre et disparurent, tandis que d'autres revinrent à la vie civile. La diversité de leurs motivations entre idéologie et opportunisme montre comment le régime parvint à recruter des gens ordinaires pour perpétrer des atrocités extraordinaires. Comprendre leur trajectoire aide à expliquer que la terreur nazie fut un phénomène social de grande ampleur où le genre n'entrava en rien la violence. Routine de terreur sous le regard féminin. La vie quotidienne à Stutthof se déroulait sous la surveillance constante d'hommes et de femmes en armes. Dès les premières heures du jour, les prisonniers étaient tirés de leurs baraques pour l'appel sur l'esplanade, restant immobiles pendant des heures par des températures en dessous de zéro. Les rations consistaient en un morceau de pain rassis, une soupe claire et, à l'occasion, une cuillerée de margarine. Dans des baraques conçues pour 120 personnes, plus de 300 dormaient. Les couchettes à 3 niveaux étaient impartagées et l'exiguïté favorisait la propagation des poux, du typhus et de la dysenterie. Les gardiennes n'étaient pas de simples spectatrices, elles dirigeaient les formations, effectuaient des inspections nocturnes et punissaient les détenus par des exercices exténuants. Obligés à courir en cercle, ramper dans la boue ou porter des pierres pendant des heures faisait partie de leur répertoire. Toute infraction ramassait un morceau de pain. Parler dans les rangs, rester en arrière pouvait entraîner 20 coups de fouet, des coups de bâton ou une suspension par les poignets jusqu'à perte de connaissance. Les marches étaient accompagnées de musique militaire pour couvrir les cris. Certaines Offizierinnen utilisaient des chiens dressés qui se jetaient sur celles qui ne pouvaient suivre le rythme. Lors des fouilles nocturnes, nombre de prisonnières étaient arrachées à leur lit et fusillées dans la forêt. Le travail forcé était l'épine dorsale du camp. Les internés fabriquaient des briques à Bydgoszcz et Baudo, travaillaient dans des fermes ou réparaient des moteurs d'avion Focke-Wulf à Bromberg-Ost.
Sous la surveillance des gardiennes, les femmes cousaient des uniformes, chargeaient des sacs de ciment ou transportaient des troncs. Le bruit constant, les journées interminables et la malnutrition provoquaient des évanouissements. Celles qui s'effondraient étaient classées inutiles et, après une sélection organisée par les Aufseherinnen, envoyées au crématoire ou à la chambre à gaz inaugurée en juin 1944. Certaines fonctions de Stutthof furent plus sinistres encore. Près du camp fonctionnait une installation dirigée par Rudolf Spanner où l'on élaborait du savon à partir de graisse humaine. Des témoignages de travailleurs et des documents saisis confirmèrent que de petits lots étaient produits à destination d'hôpitaux militaires. Le camp intégra également des camions à compartiments hermétiques pour gazer des prisonniers en route. De telles pratiques révèlent à quel point la vie humaine était réduite à une simple matière première. La présence de femmes au poste de surveillance ne signifia pas un adoucissement, elle intensifia parfois la violence. On estime que dès 1942, dans des camps comme Auschwitz, Majdanek et Ravensbrück, plus de 5000 gardiennes furent formées pour surveiller les baraquements féminins et gérer des tâches administratives. Certaines, comme Irma Gries ou Hertha Botte, furent connues pour leur sadisme. À Stutthof, le profil des Aufseherinnen ne différait pas. Elles avaient été éduquées dans un environnement d'endoctrinement national-socialiste et avaient appris à imposer la discipline sans pitié. Leur action contredit l'idée que la violence nazie fut l'apanage des hommes et montre que l'idéologie totalitaire a pénétré toutes les structures de la société allemande. Le régime disciplinaire était conçu pour briser physiquement et mentalement les détenus. Outre les exercices de sport, on les obligeait à rester des heures les bras levés, à supporter des coups de bâton sur la tête ou à porter des troncs de bois entre des rangées de gardiennes qui hurlaient. Les Aufseherinnen inventaient souvent des châtiments pour asseoir leur autorité. Elles forçaient les prisonnières à nettoyer les latrines à main nue, à transporter des seaux d'excréments sans en renverser une goutte, ou à rester à genoux sur des pierres aiguës. Si une femme tentait de cacher un vêtement ou un morceau de nourriture, elle pouvait être battue jusqu'à l'évanouissement. L'étalage de violence visait à transformer les détenus en êtres obéissants et serviles. Celles qui avaient encore des forces étaient affectées au travail forcé dans des sous-camps disséminés dans toute la région. Aux alentours de Gdańsk, des ateliers de menuiserie, de couture et de cordonnerie, gérés par les SS, étaient en activité cependant. La majorité des prisonniers étaient envoyés dans des installations extérieures. Dans les briqueteries de Baudow et Bydgoszcz, les détenus moulaient de lourds blocs à main nue, aspirant des poussières qui leur abîmaient les poumons. À Prost, ils conditionnaient des produits alimentaires pour l'armée, sous la surveillance de gardiennes qui ne toléraient la moindre perte. À Bromberg-Ost, ils réparaient des moteurs d'avion Focke-Wulf endommagés, offrant le vacarme des pièces, et les étincelles provoquaient des accidents constants. D'autres groupes drainaient des marais, travaillaient dans des fermes ou abattaient des arbres pour l'industrie du bois. L'objectif était d'extirper jusqu'à la dernière énergie des esclaves avant qu'ils ne deviennent inutilisables. Le camp abritait aussi un laboratoire macabre près du campement, fonctionnait une installation dirigée par le professeur Rudolf Spanner où l'on produisait du savon à partir de graisse humaine. Pendant des décennies, l'existence de cette fabrique de savon fit controverse, mais des témoignages de travailleurs et des documents saisis confirmèrent que des lots de savon furent obtenus pour des hôpitaux militaires. La chambre à gaz, inaugurée en juin 1944, permettait de tuer 150 personnes à la fois, et face à la saturation, on utilisa des camions à compartiments hermétiques pour gazer les prisonniers durant leur transport. Ces détails mettent en évidence la totale chosification des êtres humains et l'efficacité de la machinerie d'extermination. Les gardiennes participaient aux sélections, décidant qui seraient envoyés au travail et qui seraient assassinés, prouvant que leur rôle dépassait la simple surveillance. La vie à Stutthof était aussi traversée par la bureaucratie. Les Aufseherinnen procédaient à des comptages quotidiens et signalaient incidents, malades et morts à leurs supérieurs. Chaque baraque disposait d'une liste de détenus et toute absence était punie collectivement. Les gardiennes consignaient la productivité des ateliers, participaient à la distribution des rations et étaient informées des transferts. Cette administration minutieuse fit du terrorisme quotidien une routine et permet à une poignée de femmes de coordonner l'oppression de milliers de personnes. Son efficacité se reflétait dans les rapports envoyés à Berlin où l'on évaluait la rentabilité de chaque sous-camp. Fuite et marche de la mort.
À mesure que l'armée rouge avançait vers l'ouest en 1944 et 1945, les dirigeants nazis commencèrent à vider Stutthof. À l'été 1944, la population du camp dépassait 60 000 internés, la promiscuité et le typhus faisaient des milliers de morts. Pour empêcher la libération des prisonniers, la SS organisa des marches de la mort. En janvier 1945, l'évacuation d'environ 50 000 détenus fut ordonnée. On les força à parcourir des dizaines de kilomètres sous la neige, sans manteau ni nourriture. Ceux qui restaient en arrière étaient abattus sur le champ. Certaines gardiennes, comme Barkman et Steinhoff, encadraient les colonnes, surveillant avec des chiens et des fusils, tandis que d'autres se déguisaient en réfugiés pour fuir. L'évacuation ne se limita pas aux routes. Environ 5000 hommes et femmes furent conduits sur la côte et forcés d'entrer dans la mer Baltique glacée. Lorsque l'eau leur arrivait au cou, les mitrailleuses ouvrirent le feu. Beaucoup périrent sur de vieux navires qui coulèrent ou furent attaqués par l'aviation alliée. En avril 1945, près de 4000 détenus furent embarqués sur le cap Arkona et le Deutschland pris pour des transports militaires. Les bâtiments furent bombardés et des milliers de personnes moururent brûlées ou noyées. Certains survécurent grâce au courant qui les porta vers des plages où des habitants les secoururent. D'autres groupes furent conduits à pied vers des camps comme Neuengamme, Sachsenhausen ou Ravensbrück. Les colonnes faméliques traversaient des villages dont les habitants regardaient passer les prisonniers sans pouvoir intervenir. Quelques villageois jetaient du pain en cachette, d'autres dénonçaient ceux qui tentaient d'aider. Les évadés se cachaient dans des granges et des forêts, et certains survécurent grâce à la solidarité de paysans polonais et allemands. On estime que plus de 25 000 prisonniers de Stutthof sont morts au cours de ces marches et évacuations. Le 9 mai 1945, des unités de l'armée rouge entrèrent à Stutthof et découvrirent un spectacle désolant des tas de cadavres près du crématoire, des baraques vides et une centaine de survivants incapables de se mouvoir. Les libérateurs désinfectèrent les installations et transférèrent les rares détenus encore en vie vers des hôpitaux de campagne, bien que beaucoup soient morts peu après de faim et de maladie. La libération mit au jour des archives et des documents qui seraient essentiels pour les procès ultérieurs. L'effondrement du camp scella aussi le sort des gardiennes. Barkman, Baker, Klaff, Steinhoff et Paradis furent arrêtés à diverses dates, en mai et juin 1945 et incarcérés en attendant leur jugement. Dans la phase finale de la guerre, le désespoir nazi engendra des scènes de panique et de chaos. Fin janvier 1945, le commandant Pauls ordonna le départ de tous les prisonniers aptes à marcher. Sous une tempête hivernale, près de 50 000 personnes quittèrent le camp en colonnes longues de plusieurs kilomètres. Elles marchaient sur des routes verglacées en direction de Lauenburg. Ceux qui tombaient étaient exécutés immédiatement. Les gardiennes accompagnaient les rangs, harcelant les prisonniers avec des chiens et des armes, conscientes que leur propre vie dépendait de leur fuite. Tout au long du trajet, de nombreux habitants virent passer les détenus. Certains osèrent lancer un morceau de pain, d'autres regardèrent avec indifférence. Ceux qui parvinrent à s'échapper se cachèrent dans des granges et des forêts. Quelques-uns survécurent grâce à l'aide de paysans polonais ou allemands. L'horreur se poursuivit sur la côte. Un groupe de 5000 prisonniers fut poussé dans les eaux de la Baltique et contraint d'avancer jusqu'à avoir de l'eau jusqu'à la poitrine. À ce moment-là, les gardes ouvrirent le feu à la mitrailleuse. Seuls quelques survivants réussirent à regagner le rivage à la nage. Un autre contingent fut embarqué sur des barges délabrées. En avril 1945, près de 4000 détenus furent conduits sur le cap Arkona et le Deutschland, 2 navires au mouillage devant Lübeck. L'aviation britannique, ignorant leur cargaison humaine, bombarda les bâtiments. Des milliers de personnes moururent carbonisées ou noyées. Les gardiennes de Stutthof qui se trouvaient à bord se jetèrent à l'eau et certaines purent s'échapper, mais d'autres sombrèrent avec les prisonniers. Les marches de la mort laissèrent un bilan dévastateur. On estime que plus de 25 000 des 50 000 prisonniers évacués de Stutthof périrent en route. Des histoires individuelles de
survivants, comme celle de l'adolescent juif Yehuda Bakon, qui s'évada et fut retrouvé par des soldats soviétiques, ou celle de la jeune polonaise Krystyna Ganor, qui se cacha parmi les arbres, offrent une lueur d'espoir au milieu du désastre. Quant aux gardiennes, elles furent arrêtées en divers lieux Barkman, à la gare de Gdańsk, déguisées en réfugiés Becker dans la ferme de ses parents Klaf, alors qu'elle se remettait du typhus Steinhoff à Danzig après s'être mariée et Paradis dans son village natal. Toutes furent enfermées dans des cellules où elles attendirent leur procès sans savoir que leur destin serait la potence. Les Soukhans qui survécurent à l'évacuation furent, eux aussi, libérés à des dates différentes. Dans certains, les gardiennes abandonnèrent les prisonniers à leur sort dans d'autres. Elles les forcèrent à marcher jusqu'au dernier moment. Lorsque les troupes soviétiques entrèrent à Stutov le 9 mai 1945, elles ne trouvèrent qu'une centaine de survivants incapables de bouger, des piles de cadavres et une odeur nauséabonde. La libération fut un mélange de soulagement et d'horreur. Les soldats durent brûler des corps, désinfecter les baraques et fournir des soins médicaux à des personnes à l'agonie. Parmi les ruines, ils découvrirent des documents qui serviraient de preuves au procès et recueillirent des témoignages de détenus identifiant les gardiennes. Ainsi s'acheva l'histoire du camp, mais non celle de ses bourreaux. L'ultime procès, jugement et exécution. Après la libération, les autorités soviétiques et polonaises organisèrent des tribunaux spéciaux pour juger les responsables de Stutov. Le premier procès se tint à Gdańsk entre le 25 avril et le 30 et 1 mai 1946. 13 ex-membres de la SS et des Kapos furent accusés de crimes contre l'humanité. Dans la salle, la présence de 5 jeunes femmes se remarquait: Barkman, Becker, Klaf, Paradis et Steinhoff. Tous furent déclarés coupables, 12 reçurent la peine de mort et un autre 5 ans de prison. Les gardiennes, qui au début du procès ne prenaient pas les accusations au sérieux, s'effondrèrent en entendant le verdict. La demande de grâce fut rejetée par le président polonais. Le jugement individuel reflétait la participation de chacune à des assassinats et des tortures. Barkman était considéré comme particulièrement sadique. Becker, malgré la brièveté de son service, avait sélectionné plusieurs détenus pour la chambre à gaz. Klaf et Paradis prenaient part aux passages à tabac et aux exécutions. Steinhoff, en tant que Blockleiterin, avait autorité sur d'autres surveillantes. D'autres procès liés à Stutov eurent lieu en 1947 et 1949, jugeant plus de 50 anciens fonctionnaires. 10 accusés du second procès furent exécutés au total, des dizaines de personnes furent condamnées à mort ou à de longues peines de prison. L'exécution publique de juillet 1946 fut l'aboutissement du premier procès. Une structure en bois avec 4 potences doubles et une triple fut installée sur la colline de Biskupia Gorka. Les condamnés, les mains et les pieds liés, furent contraints de monter sur des bancs improvisés. Les cordes furent passées sans capuche, laissant leurs visages à découvert. Au signal, les camions avancèrent en arrachant les planches et laissèrent les condamnés suspendus. Certains moururent sur le champ, d'autres mirent du temps à s'asphyxier, tandis que les exécuteurs tiraient sur leurs jambes. Barkman monta sur l'échafaud la tête haute, on dit qu'elle tenta de sourire. Becker pleura et répéta qu'elle ne voulait pas mourir. Klaf s'agrippa au poteau et les gardes durent la forcer. Steinhoff conserva jusqu'au bout un air cynique et Paradis s'effondra lorsqu'elle sentit la corde. Le public présent comptait des survivants qui avaient perdu leur famille dans le camp. L'exécution devint un acte de catharsis collective. Certains journalistes critiquèrent le spectacle, tandis que d'autres le jugèrent nécessaire pour clore un chapitre traumatique. Les photographies des corps pendus furent publiées dès le lendemain dans tout le pays. À la suite de la polémique, les autorités décidèrent que les exécutions suivantes auraient lieu en privé. La potence de Biskupia Gorka fut consignée comme l'une des dernières exécutions publiques en Europe. L'histoire judiciaire de Stutov ne s'acheva pas en 1946. En octobre 1947, un second procès avec 24 accusés se déroula, dont 10 furent condamnés à mort. Un troisième procès en novembre aborda le cas de la comptable Hildegard Neumann et d'autres fonctionnaires subalternes. En 1948, un quatrième procès condamna plusieurs commandants de Soukhan. Des décennies plus tard, des tribunaux allemands poursuivirent les investigations en 1952. 34 anciens gardiens et administratifs furent condamnés en 2018
Johan Rebogen, âgé de 94 ans, écopa d'une peine de prison en 2019. L'ex-gardien Bruno D. fut reconnu coupable et en 2021, Irmgard Fürchner, secrétaire de 97 ans, fut jugé pour complicité dans plus de 11 000 assassinats. Ces condamnations tardives montrèrent que la justice demeurait active même 70 ans après. Après la conclusion des procès et la fermeture du camp, les autorités polonaises utilisèrent les installations pour interner des prisonniers de guerre allemands et des civils accusés de collaboration avec le nazisme. À la fin des années 40, le gouvernement décida de conserver une partie du site comme lieu de mémoire. Un monument fut érigé et certains bâtiments furent restaurés, dont le crématorium. En 1962, le musée d'État de Stutthof fut inauguré. Il s'étend sur 44 hectares et accueille chaque année des dizaines de milliers de visiteurs. Les expositions présentent des objets personnels récupérés, des photographies des marches de la mort et des témoignages de survivants. Un sentier en forêt marque l'emplacement des exécutions. La préservation du site souligne l'importance de documenter l'horreur et d'éduquer les nouvelles générations.